Philippe Le Guillou, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Bonjour. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Géographie de la mémoire, votre dernier livre paru aux éditions Gallimard, un livre à travers lequel vous vous racontez en évoquant les lieux et les territoires qui vous ont marqué et vous ont construit en tant qu'écrivain. Et puis au fil de vos souvenirs surgissent également plusieurs présences essentielles, figures familiales, écrivains admirés, qui sont chacun liés à des territoires en particulier et qui sont indissociables pour vous de ces lieux. Alors avant tout, comment s'est écrit ce récit autobiographique et pourquoi avoir pris le parti d'une exploration de votre mémoire par les lieux ? Parce que je suis très attaché aux lieux et que je voulais depuis longtemps, je glisse insensiblement vers 60 ans, donc c'est le moment où on fait un peu des bilans, on récapitule un certain nombre de choses. Et je ne voulais pas procéder, si vous voulez, à une sorte d'inventaire autobiographique en racontant, en déroulant le fil de la chronologie de ma vie. Je trouvais ça un peu immodeste, un peu prétentieux. Et je trouvais en revanche plus subtil, plus intelligent, plus savoureux, peut-être aussi d'ailleurs pour le lecteur, de choisir des lieux qui ont compté pour moi. Et évidemment de cartographier tous ces lieux qui sont le Finistère, le Fou, mon village natal, Brest, ici où j'ai été jeune professeur, les bords de Loire où j'allais rendre visite à Julien Gracq, Rennes qui fut une ville importante pour moi où j'ai commencé à exercer mon métier de professeur, Paris où je réside depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Et en même temps, bien entendu, je suis le chef d'orchestre d'une certaine manière qui rassemble tous ces lieux, qui les assemble même dans le livre. Le livre est une sorte de mosaïque finalement géographique. Mais évidemment, ce qui est aussi intéressant, important, me semble-t-il, dans ce livre, ce sont les personnes, qui sont plus des personnes d'ailleurs que des personnages, puisqu'on n'est pas du tout dans une fiction, qui apparaissent dans les lieux. Et ainsi, on va voir apparaître Michel Déon en Irlande, Dominique Fernandez à Rennes, Julien Gracq au bord de la Loire, et aussi des personnes beaucoup moins connues, mes grands-pères par exemple, qui ont eu une importance décisive, une importance capitale pour moi, dont je brosse une nouvelle fois le portrait, comme j'avais pu le faire dans Les Marais du Fou, mais cette fois, là encore, dans mon village du fond de la rade de Brest. Alors ces personnes, elles sont très présentes, très importantes dans le livre. Est-ce qu'on peut alors dire qu'une géographie de la mémoire, c'est avant tout une géographie profondément humaine ? Oui, tout à fait, c'est une jolie formule même, je crois que c'est tout à fait humain. C'est pas du tout un inventaire géographique où j'irais cartographier et donner finalement la nature des sols, les constituants humains, des données statistiques, des données chiffrées. L'évocation des lieux est un prétexte justement à faire surgir des personnages. C'est une géographie en même temps subjective, c'est une géographie filtrée par l'émotion. Tous ces moments sont des moments importants et qui sont des moments parfois d'ailleurs de joie, d'admiration, de connivence intellectuelle ou artistique, comme avec Patrick Grinville à Maison Lafitte, comme avec Fernandez à Rennes ou avec Michel Mort, que j'évoque lorsqu'on le reçoit finalement en 1989 dans sa ville natale à la mairie de Morlaix. Mais ça peut être aussi des choses plus intimes, comme finalement des moments au fou, de rêverie, d'admiration, où le jeune enfant que j'étais écoute son grand-père lui raconter la submersion de la ville 10. Et tous ces éléments-là se mélangent. Et d'une certaine manière, d'ailleurs après, je crois que l'évocation que je livre à la fin du récit de Paris est en même temps un Paris un peu particulier, un peu singulier. C'est pas non plus le Paris que l'on peut connaître, c'est pas le Paris monumental, c'est mon Paris, c'est le 2e arrondissement, c'est le Sentier. Et c'est un Paris, là encore, qui prend d'ailleurs d'une certaine manière des colorations bretonnes. Alors, parmi toutes ces personnes que vous évoquez, plusieurs sont des écrivains dont les œuvres vous ont marqué et que vous avez rencontrés. Vous l'avez dit, on compte ainsi Patrick Grinville, Dominique Fernandez, Michel Déon, Julien Gracq. Ces écrivains, alors dans quelle mesure est-ce qu'ils ont nourri votre géographie intime en vous permettant d'investir de nouveaux lieux à travers leurs mots puis leurs paroles ? J'ai toujours pensé, si vous voulez, que d'abord les écrivains que je lisais, les écrivains que j'admirais, il fallait les rencontrer à un moment ou à un autre. Alors que j'appartiens à une génération, les années 70, où moi qui ai fait des études de lettres, on nous expliquait que finalement la personne même de l'écrivain ne comptait pas, n'était pas importante, et qu'il y avait une sorte de désincarnation, que seul comptait finalement le produit textuel, si j'ose dire. Et moi j'étais déjà un peu à rebours, je m'inscrivais à contre-courant de cette idéologie, on peut presque parler d'idéologie, et j'ai toujours pensé que finalement, quand on avait finalement une admiration pour un écrivain, et d'ailleurs je l'ai fait de façon très adolescente, en écrivant à Grinville ou à Gracq alors que j'avais 17 ou 20 ans, on pouvait avoir commerce avec l'écrivain, alors pas évidemment pour établir une sorte d'amitié qui n'aurait pas lieu d'être, mais pour finalement dire, sur le mode un peu d'un témoignage, d'une expression, l'admiration que l'on a. Et
rencontrer les écrivains suppose évidemment qu'on les rencontre dans leur lieu. Et très souvent d'ailleurs, les lieux dans lesquels j'ai rencontré les écrivains en question, ce sont des lieux que je connaissais déjà par leurs œuvres, des lieux auxquels j'avais eu accès par leurs œuvres. Par exemple, évidemment, la première fois que je me rends à Saint-Florent-le-Vieil, d'une certaine manière, si j'ose dire, je ne suis pas dépaysé. J'ai lu Les eaux étroites, j'ai lu Lettrine, j'ai lu un certain nombre de textes de Gracq, et j'entre finalement dans l'univers de l'écrivain. Je crois que c'est très très important. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une sorte, chez les écrivains, chez les grands écrivains, il y a deux caractéristiques. D'ailleurs, il y a toujours une grande simplicité. Ce sont des êtres beaucoup plus accessibles qu'on ne peut le croire, qu'on ne peut le dire, qu'on ne peut l'imaginer. Et en même temps, il y a aussi une sorte d'adéquation, dirais-je, entre la personne de l'écrivain et le lieu dans lequel il est, dans lequel il écrit. Et c'est ça aussi que j'essaie de montrer. Finalement, ce sont des écrivains paysages, d'une certaine manière, des écrivains qui s'inscrivent dans des paysages, qui sont chez eux. Et moi, d'une certaine manière, je viens les visiter. Et je viens visiter ce paysage et leur paysage intérieur, et le paysage de leur œuvre. Tout ça, finalement, d'une certaine manière, grâce à la littérature, se rencontrant et se mêlant. Et puis en revenant sur votre itinéraire, vous nous racontez aussi la naissance d'un écrivain. Est-ce que c'était aussi l'un des enjeux de ce livre d'explorer votre rapport à la littérature et ce qui vous y a mené? Oui, je crois que finalement c'est un témoignage que j'aime bien donner. Je l'avais déjà d'ailleurs un peu donné dans un petit texte paru il y a 3-4 ans au Mercure de France et qui s'appelle Le chemin des livres, le titre est éloquent, et où je racontais justement ces parrainages, ces influences qui sont importantes. Et je crois que finalement, là c'est finalement, je pense presque à la jeune génération, et je me dis que finalement, moi-même, quand j'étais jeune collégien, jeune étudiant en lettres, avec le désir d'écrire, sachant d'ailleurs peut-être d'une certaine manière qu'un jour je serai écrivain, j'aurais bien aimé lire ce genre de texte. C'est-à-dire que finalement, je crois que pour un écrivain, pour un jeune écrivain, pour un apprenti écrivain, c'est plus à ça que je pense, si vous voulez. C'est plus la dimension d'ailleurs de transmission et la dimension initiatique qu'une sorte de complaisance narcissique dans laquelle finalement je me mettrais en scène. Je me dis finalement, j'imagine ce Brestois ou ce Marseillais ou ce Lillois, voilà, ou ce Parisien d'ailleurs qui aujourd'hui, ou cette Lilloise ou cette Parisienne qui lisant cela, finalement dirait voilà comment est né un écrivain et j'ai moi-même envie d'écrire et voilà comment finalement on peut finalement peut-être d'ailleurs avec je crois aussi beaucoup de ferveur et de passion, parce que c'est avant tout je crois un livre de ferveur et de passion et un livre d'admiration. Ce sont autant de preuves et de cris d'amour qui sont proférés, me semble-t-il, tout au long de ces pages, devant et au pied de ces grandes figures, qu'elles soient d'ailleurs intimes ou qu'elles soient plus exposées, plus connues, qui m'ont constitué, qui m'ont fait. Et puis avec ce livre, c'est à une véritable navigation de territoire en territoire que vous nous conviez. Ce passage de lieu en lieu est loin d'être statique et c'est plutôt une traversée de ces lieux que vous nous offrez. En quoi est-ce qu'elle est importante, cette notion de traversée? Et dans quelle mesure est-ce que ce livre est avant tout celui d'un marcheur? Oui, c'est le livre d'un marcheur, c'est une traversée, vous avez tout à fait raison. Je pense que moi je suis quelqu'un qui est dès l'enfance et beaucoup marché au Fou et aujourd'hui à Paris encore, dès que mon emploi du temps m'en offre la possibilité, je marche, je préfère les pas au bord de la Seine, dans les jardins du Palais Royal, au taxi ou au transport en commun. Et c'est un livre aussi de pérégrination, si vous voulez. D'ailleurs on pourrait presque, en jouant sur les mots, aller après de pérégrination à pèlerinage, parce que finalement quand je me rendais à Saint-Florent-le-Vieil, il y avait quelque chose qui était de l'ordre d'un pèlerinage, il faut bien dire même d'un rituel. Chez Gracq, on respectait un rituel à la lettre. Il y avait un temps avant le déjeuner, il y avait le déjeuner qui était invariablement dans le même endroit, au restaurant de la Gabelle. Puis il y avait la conversation d'après-déjeuner, et il y avait le retour de la maison en traversant les 2 bras de la Loire jusqu'à la gare de Varades. Et donc il y a une sorte effectivement de géographie mémorielle, de géographie rituelle, presque de géographie sacrée et symbolique derrière ces pèlerinages littéraires qui sont racontés dans ce récit.